Donc, je vais vous présenter les dynamiques innovantes actuelles développées en faveur de l'élevage et de la filière caprine-corse, avec la problématique de l'attractivité de l'élevage. Ça marche. Donc, je vais d'abord vous présenter un rapide historique, en fait, plus de la gestion de la race, de la race en elle-même. Une rapide explication du standard, les modes d'élevage, des produits, donc autant des fromages que du cabri de lait, et les diagnostics qu'on réalise au sein de l'ODARC, donc des diagnostics d'élevage et un recensement des cheptels en race corse. Donc d'abord, l'historique. Elle marche pas. Ah, pardon, c'est bon. C'est pas évident. Du coup, pour l'historique, donc en 99, il y a eu la création d'une première association d'éleveurs, ça s'appelait Capragours. Ça a permis la reconnaissance officielle de la race caprine-corse en 2003. En 2004, il y a eu la création d'une ébauche de schéma de sélection. Donc, l'année suivante, il y a eu déjà un ramassage de boucs sélectionnés en fait sur les performances laitières des mères. Les boucs étaient élevés à la station expérimentale d'Altiagne, on verra cet après-midi, en 2009, il y a eu un plan de lutte contre la paratuberculose. En 2010, toujours avec cette association Capragours, il y a eu un dépôt du cahier des charges IGP Cabri de lait Corse à l'INAO. En 2011, il y a eu la création de la pépinière de Chevrette, donc, qui complétait la pépinière de bouc. En 2014, il y a eu des difficultés assez conséquentes parce que il y a eu un arrêt de financement de la démarche IGP par France Agrimaire. Il y a eu un arrêt de financement du plan de lutte contre la paratuberculose. L'association Capragours, donc, qui avait mené toutes ces actions, n'a plus été financée. Du coup, les actions ont été menées par l'ILOC, la profession laitière. Et il y a eu une épizootie de FCO. Du coup, il y a eu des élevages caprins qui ont été touchés et les ramassages d'animaux ont été suspendus. En 2015 également, il n'y a pas eu d'animaux ramassés. L'ILOC a participé à l'élaboration du nouveau plan de lutte contre la paratuberculose. L'ILOC, c'est l'interprofession. Oui. Et il y a eu la création d'une nouvelle association d'éleveurs, donc qui est toujours d'actualité, la SAUD du Cabra-Ligours. Donc de 2016 à 2018, il y a eu des ramassages de boucs et de chevrettes avec redistribution auprès des éleveurs. En 2018, il y a eu une modification du PDRC. Donc le PDRC, c'est le plan de développement rural de la Corse, qui a permis d'aider mieux les éleveurs caprins corse. Donc, il y a eu une bonification des aides de 20% si les personnes étaient installées en race corse, autant les GIA que les aînés. Il y a eu un plan de potabilisation de l'eau des ateliers fermiers et une augmentation du taux d'aide pour l'électrification des exploitations. Donc, tout ça pour augmenter la qualité des conditions de travail. En 2019, il y a eu vraiment une volonté de redynamiser la filière par l'ODARC, l'Office de développement agricole et rural de Corse, avec l'embauche de deux chefs de projet, dont moi. Et depuis, donc, il y a eu également le plan de développement de la filière par la collectivité de Corse, qui s'appelle Capragours à Cabravive. On a créé un comité technique caprin qui regroupe tous les acteurs de la filière, donc autant la SAUD, donc l'association des caprins, des éleveurs caprins qui en race corse, qui participent très activement à toutes les décisions, l'ILOC, donc l'interprofession laitière, les chambres d'agriculture, le GBS, l'INRAE et le GP, donc le groupement des vétérinaires. Depuis 2020, il y a eu la relance du haras de bouc à Altiagne. Donc,
on ramasse chaque année des bouts et on les revend 1 an et demi après aux éleveurs. Ils sont prêts à la saillie. Donc, on ira cet après-midi les voir à l'élevage. Donc, concernant le standard de la chèvre corse, vous l'avez déjà vu ce matin, mais c'est une chèvre de petit format, on va dire. Donc, la chèvre peut peser entre 35 et 40 kg, le bouc entre 50 et 70 kg. Donc, la chèvre corse a le poil long ou mi-long, qui peut être de couleur uniforme. Donc, toutes les couleurs sont acceptées, donc roux, fauve, blanc, gris, noir. Et elle peut être bariolée de blanc ou panachée. Elle peut avoir des cornes ou être molle. Elle a en général une tête fine et des petites oreilles, voire très petites. Donc, vous voyez ici que les oreilles sont vraiment minuscules. C'est une particularité de la race. On appelle ça des oreilles moupines. Et elle peut avoir des pampilles ou non. Par contre, il y a des caractères d'élimination pour voir les traces de croisement. Donc, il y a les raies foncées sur le long de l'échine, le poil ras et l'absence de barbichette. Donc là, vous voyez des animaux qui sont orthorhés. Ensuite, le mode d'élevage. Donc, la chèvre corse est naturellement désaisonnée. Donc, il y a 2 importantes périodes de mise bas. La plus importante, c'est à l'automne. Donc, il y a environ 60-70% de mise bas en novembre. Ça permet d'avoir le traditionnel cabri de Noël qui est prêt pour Noël, donc environ 45 jours. Il a battu environ 45 jours. Et ensuite, il y a une deuxième période de mise bas qui est à la fin d'hiver, donc entre février et mars. Ça permet d'avoir des cabris prêts pour les fêtes de Pâques. Donc, les cabris sont nourris exclusivement au lait de la mère, donc soit sous la chèvre, soit avec une assistance au biberon pour ceux qui auraient du mal, mais toujours avec du lait de chèvre naturel, je dirais, pas du lait en poudre. Donc, de leur naissance jusqu'à leur abattage. Ils ne mangent rien d'autre. Donc, la chèvre corse a un comportement grégaire et présente des aptitudes exceptionnelles de résistance et d'adaptation à un milieu difficile. Donc, elle est très bien adaptée à son milieu. Donc, l'élevage extensif est basé sur la valorisation de parcours couverts de maquis et au relief accidenté. Ça convient parfaitement à la chèvre corse. On a environ 80% des éleveurs caprins toujours donc de race corse, qui sont transformateurs fermiers. Ils produisent plusieurs types de fromages, dont le broche, qui bénéficie d'une AOP, on l'a dit. Pour le mode d'élevage des cabris, donc ils sont isolés durant la journée dans des petites nurseries qu'on appelle sarcone ou turc. Donc, vous voyez les images ici. Souvent, le sol est en caillebotis pour faciliter, enfin, pour être plus hygiénique. Les cabris sont élevés serrés les uns contre les autres en fait, et ils ont des déplacements limités, ce qui impacte la qualité de la viande. Ils sont présentés. Alors, j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si ça va marcher. On va tenter. Pas certaine. Non. Tant pis. C'est des cabris dans leur clos. Bon. Donc, du coup, dommage, ça ne marche plus. Les cabris sont présentés 2 fois par jour à leur mère pour la tétée. Donc, c'est un travail assez important pour l'éleveur parce qu'il donne chaque cabri individuellement à sa mère. Et donc, les cabris ont une croissance lente et un bon développement pour atteindre un poids minimal à Noël, donc entre 30 et 45 jours, de 5 à 7 kilos par carcasse. C'est bon. Pardon. Donc, il y a différentes productions issues de la chèvre corse. Donc, il y a d'abord les fromages. Donc, ici, c'est issu en fait de nos enquêtes, de nos diagnostics d'élevage. Ça ne représente pas 100% des éleveurs caprins corse. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs types, dont les 5 spécifiques de la Corse, donc le Vénaquais, le Niouling, le Calenzani, le Basilicata. Il manque le type Sartineuse
une autre étude qui est en fait mêlée dans le patch laissé, malheureusement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des lactis, des yaourts, du fromage frais, du brot, évidemment. Et dans autres, il y a du fromage blanc, du beurre, des camemberts, des glaces. Voilà. Il peut y avoir tout type de produits. Concernant les circuits de vente, on a essentiellement une vente directe. 97% des ventes se font en vente directe, mais également en commerce de proximité. Un petit peu en GMS, mais ce n'était pas ça qui est le plus important. Un petit peu en restaurateur. Et voilà. Le cabri de lait, oui. Donc, ce qu'on a entrepris, c'est une reprise du travail sur l'IGP cabri de lait de porc depuis 2020. Donc, il avait été initié en 2010 par Cabragours, mais il n'avait pas été abouti. Donc, nous, on a repris le travail en 2020. Donc, on est en cours de développement du cahier des charges. Donc, durant la campagne 2020-2021, on a eu un stagiaire qui a étudié la corrélation entre les caractéristiques de la carcasse, donc le poids vif, le poids carcasse, l'âge du cabri, l'état d'engraissement également, avec les pratiques d'élevage. Donc, s'il était dans le cloche ou pas, donc la petite nurserie que je vous ai montrée. Et on a complété ça avec des enquêtes auprès des adultes. Durant la campagne 2021-2022, on a eu un deuxième stagiaire qui, lui, s'est penché sur la corrélation entre les pratiques d'élevage, la couleur de la viande et également l'étude des acides gras de la viande de cabri avec la qualité du lait maternel. Et on a également mis à jour le profil sensoriel du cabri qui avait été réalisé donc, en 2010, mais on a préféré le réactualiser en 2021. Donc, on a envoyé 12 gigots au laboratoire de Lidl pour qu'ils fassent ce nouveau profil. Donc, vous voyez que quand même, ils sont assez similaires, sauf sur quelques points. Il y a eu des différences sur la jutosité de la viande, sur la fibrosité, sur la texture tendre. Donc, cette année, enfin, il y a un an, on ne pouvait plus tendre. Il y a des différences. Voilà, et moins en puissance, en odeur. Mais bon, le profil est quand même assez similaire. Donc, ça, c'est issu de notre premier stage sur l'étude des âges d'abattage, des poids vifs et des poids carcasses. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande dispersion au niveau des âges d'abattage. Donc, les animaux abattus peuvent être âgés entre 25 et 70 jours. Ils peuvent peser entre presque 6 kg et 15 kg, donc en poids vif. Ça fait beaucoup. Sachant que c'est un échantillon. Hein, clairement, ce n'est pas l'ensemble des animaux qui ont été pesés vifs. Pour moi, c'est plus un cabri de lait. Non, mais justement, mais on a vu ce qui était abattu, en fait. Et après, on va se baser sur ça pour voir ce qu'est vraiment un cabri de lait et ce qui doit être présent dans le cahier des charges. Donc, du coup, on a eu évidemment les poids carcasses correspondant à ces animaux-là, donc entre 3,8 kg et 10,2. On a eu aussi le pourcentage de perte entre le poids vif et le poids carcasse. Donc, en moyenne, on a des animaux qui ont 46 jours, qui pèsent 10 kg en vif, 6 kg en carcasse, et on a 38% de perte entre vif et carcasse. Donc, pour l'état d'engraissement, on a une notation de 1 qui est le plus faible état d'engraissement à 5 qui est le plus fort état d'engraissement. On voit qu'il y a 97% des individus qu'on a étudiés qui sont entre 2 et 5. Voilà, très peu de très maigres. Donc, on va passer au diagnostic d'élevage qu'on a réalisé avec mon collègue. Donc, l'objectif de ces diagnostics, c'était vraiment de rencontrer l'ensemble des éleveurs caprins installés en race corse. Donc, pour permettre dans un premier temps de leur apporter une aide au cas par cas, donc s'ils avaient des questions particulières, un problème ponctuel. Mais ça permet surtout de connaître la situation globale de la filière caprine, de connaître les conditions d'installation et les conditions de travail. Ça va permettre de structurer au mieux la filière, donc avec des axes de développement pour faire face aux nouveaux défis et
favoriser la transmission. Donc, pour le moment, nous avons rencontré 113 éleveurs sur les 184 que nous avons recensés, ce qui représente 93 exploitations, donc entre avril 2019 et juin 2022. Nous les poursuivons actuellement. C'est quand même une enquête extrêmement importante parce que vous avez une photographie, quand vous l'aurez fini, mais déjà présente, une photographie très précise de la diversité de l'élevage. Oui. Oui, l'idée, c'est vraiment de connaître ce qui est actuellement en vigueur et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer et aider au mieux les éleveurs. Donc, pour le moment, toujours, c'est donc notre échantillon qui est guidé ici. Donc, on a 44% des exploitations en activité qui ont moins de 10 ans. En 5 ans, on a pu voir qu'il y a eu 42 installations caprines, dont 38 en race corse. Donc, on voit qu'il y a quand même un bel engouement pour la race corse, seulement 4 en race exogène. Moi, je suis... C'est bon, pardon. Donc, 7% seulement sont installés en agriculture biologique. 53% des éleveurs rencontrés sont adhérents à l'assaut du cadre Alibo. Par contre, nous avons 6 éleveurs donc aînés qui sont passés en race exogène pour des raisons de santé, je dirais, de praticité pour eux. Et nous avons 26 éleveurs qui ne sont plus en activité. Donc, dans le laps de temps... Ah oui, parmi les 93. Non. Parmi les 100. Entre avril 2019 et juin 2022, on a remarqué qu'il y avait 26 personnes qui n'étaient plus en activité, qu'on a dû sortir de notre listing, en fait, parce qu'ils n'étaient plus en activité. Voilà. Donc, on fait également, en même temps que le diagnostic, un recensement des cheptels, donc pour vraiment connaître la situation en Corse. Parce qu'actuellement, on a des chiffres de chèvres en Corse, mais on n'a pas le distinguo entre les chèvres de race corse et les chèvres de race exogène. Du coup, on a pu recenser 19 479 adultes. Si on inclut le renouvellement, on monte au-delà de 24 000 animaux. Sur ces 19 479 adultes, on a 86% des chèvres qui sont bien typées corse, c'est-à-dire qui correspondent aux standards précédemment évoqués. Et on a 14% qui sont hors standard, donc qui ont des signes de croisement, des raies sur le dos, des poils ras, ou qui sont carrément en race pure, alpine ou saharienne, au milieu des troupeaux corses sahariens. Enfin, en général, c'est une alpine au milieu du troupeau qu'on leur a donné. C'est anecdotique. Donc ici, vous voyez la répartition, en fait, au sein des troupeaux. C'est-à-dire que le premier camembert, moins de 6, ça veut dire qu'on a 26% des élevages rencontrés, enfin visités, qui ont moins de 6% des animaux qui ont des traces de croisement. Ensuite, on a 34% qui ont entre 6 et 11, etc. Et on a quand même presque 16% qui ont 24% ou plus d'animaux croisés sur leur exploitation. Sachant que nous avons un minimum de 0% de croisés rencontrés et on a un maximum de 95%. Donc, on va parler des différentes surfaces fourragères. Donc, pour l'échantillon toujours cité, on a tous les éleveurs rencontrés qui ont accès au maquis. 100% des éleveurs ont accès au maquis. Par contre, il y a des surfaces vraiment... il y a de 21 hectares disponibles à 1000 hectares disponibles. Sachant que ce sont des surfaces que nous avons voulu réellement parcourues par les chèvres, pas seulement déclarées au niveau des déclarations de surface. Donc, en moyenne, les exploitants, les chèvres, ont accès à 323 hectares, mais la médiane, c'est 250 hectares. Donc, on a au moins 50% de nos éleveurs qui ont accès à 250 hectares ou plus. Donc, il y a 60% de notre échantillon qui ont accès à des prairies naturelles, 20% qui ont accès à des prairies temporaires, donc 40% qui sont irriguées, et un seul éleveur sème des céréales pour les récoltes. Donc, on a en pourcentage de surface totale exploitée par éleveur. Vous voyez que voilà, la médiane, donc ça veut dire que
sur 50% de notre échantillon, ils ont au moins 97% de parcours, 2% de prairies naturelles et en médiane 0% de prairies temporaires. C'est vraiment peu répandu. Voilà. On a un seul cas exceptionnel, en fait, où il y a une majorité de prairies naturelles, donc 77 hectares, 77%, pardon, et 23% de maquis. Mais c'est vraiment unique parce qu'on a l'immense majorité de nos cas qui sont à 100% de parcours. Pour l'accès au foncier, donc c'est une grande question encore. Donc ici, c'est au niveau des hectares que les éleveurs nous ont dit. Ça marche. Bon. En gros, on leur a demandé donc combien ils avaient d'hectares en location, en propriété et combien ils avaient non maîtrisés. Donc, c'est-à-dire que ce sont des surfaces qu'ils exploitent, mais ils n'ont pas de baux, ils ont des accords verbaux seulement. Donc, du coup, on voit qu'il y a quand même presque 49% de notre échantillon, des surfaces exploitées par notre échantillon qui n'ont pas de maîtrise foncière. Donc, voilà. Non. Je suis désolée, ça marche très mal. Comment? Mais oui, et ça ne marche pas. Précédent. Et oui, mais... C'est l'enfer. Ah voilà, c'est bon. Alors, pardon. Donc, du coup... J'ai changé la pile, je ne pense pas que ce soit la pile. Trop loin, mais... Oui. Donc, du coup... on a fait un petit tableau sur un pourcentage de surface totale qui était en location, en propriété et non maîtrisée. Donc, en médiane par éleveur, on a 50% de nos éleveurs qui ont 47% de leur surface en location, 3% en propriété et 37% non maîtrisée. Et vous voyez en bas les étendues. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs qui ont 100% de leur surface avec des baux en location, donc c'est maîtrisé. Il y en a qui ont 100% en propriété, c'est maîtrisé, mais il y en a aussi qui ont 100% non maîtrisé. Et ça, c'est les plus à risque, je dirais, les plus précaires, parce que si les propriétaires fonciers décident de ne plus les laisser pâturer, ils sont bien embêtés. Ils ne peuvent plus travailler. Donc, la conclusion de notre étude, parce que là, je vous ai brossé 2-3 points, mais elle est beaucoup plus étendue que ça. Donc, on a pu relever des points forts et des opportunités et également des points à améliorer. Donc, on a vu dans les points forts une dynamique d'installation, des éleveurs jeunes quand même en majorité, une forte adhésion à l'assaut du Cavra-Igor, un standard de race corse quand même bien préservé. On a 50% des éleveurs rencontrés qui sont en suivi technique, donc que ce soit au contrôle laitier ou en appui technique. La Chambre d'agriculture a mis en place un suivi alimentaire qui permet d'améliorer les performances de la race. Les chambres, alors. Les deux? Oui, c'est dans les deux maintenant. Il y a donc le plan d'électrification qui permet d'améliorer les conditions de travail. Le parc de machines à traire et de refroidisseurs est très récent grâce à un achat groupé de l'ILOC. L'IGP Cabri de lait de Corse est en cours d'élaboration. Ah ben non, vous ne verrez pas les points améliorés. Donc, je vous les énonce. Les points améliorés sont... Non, ils ne s'affichent pas. Non, parce que les points améliorés sont un besoin de remplacement pour les éleveurs, qui font quand même, qui ont un très grand volume horaire et pas de solution de remplacement dans la plupart des cas. Un besoin de formation évident. Il y a un manque de formation des éleveurs qu'on a relevé. Le processus de demande d'aide, que ce soit ODAR, KILOC, tout ça, est toujours complexe pour les éleveurs, ce n'est pas toujours facile pour eux de s'y retrouver. L'accès au foncier est compliqué. On a 28% des éleveurs rencontrés qui sont hors système, donc qui sont vraiment suivis par personnes qui sont hors cadre. On a souvent
parfois des complémentations distribuées qui sont très importantes, peuvent aller jusqu'à 1,2 kg de concentré par jour et par chèvre. On a 40% des éleveurs qui ont un groupe électrogène et 5% qui sont sans électricité du tout. Mais ça, normalement, ça va être pallié par le plan d'électrification. On a des conditions de travail difficiles, donc des praticités de bergerie. Les bergeries ne sont pas toujours très pratiques. Il y a peu de solutions de stockage du fourrage. Sur certaines exploitations, il n'y a pas de refroidisseur de lait parce qu'il n'y a pas d'électricité ou c'est au groupe, donc c'est un peu difficile. Les surfaces des ateliers de transformation sont souvent assez petites. On a des problèmes sanitaires importants et handicapants sur la race, donc ça impacte la reproduction et du coup tout le reste. Et on a un sevrage pour le moment qui est long et du coup coûteux. Ah, je crois, des chevrettes. Des chevrettes, oui, du renouvellement. Pour préciser. Voilà.